3, 2, 1. Chers Chers amis, bonjour. Nous sommes donc de retour, Nicolas et moi, pour une nouvelle vidéo. Et pas des moindres, puisqu'on est au début de l'été, on est place Vendôme, on est chez Blancpain, et je pense que c'était le meilleur timing pour vous présenter une nouveauté 2025, surtout chez Blancpain, puisqu'on va parler de cette pièce iconique qui est la 50 Fathoms, qui pour la première fois arrive en 38 mm. Pas pour nous déplaire, puisqu'on arrive dans la saison estivale où vous allez tous aller vous baigner, beaucoup d'entre vous iront plonger. Tu m'expliquais que tu plongeais l'hiver, tu as cette chance, mais la plupart des gens plongent quand même l'été. C'est connu. Évidemment. Et donc, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs couleurs, il y a différents matériaux, on retrouve toujours cette finition absolument sublime. Mais on va rentrer dans les détails un petit peu techniques et esthétiques plus tard, puisque je vais donc laisser la parole à Père Castor, qui va revenir sur des faits un petit peu plus historiques, sur le lancement de cette pièce, qui a fait évidemment de la 50 Fathoms une pièce iconique, horlogère. Avant ça, je vais juste préciser quelque chose, parce que toi, tu es plutôt le volet américain anglophone de cette chaîne YouTube. Donc, tu as dit 50 Fathom, donc ouais. C'est bien, moi je dis 50 Fathom, voilà, comme ça on est réglé dès le départ. Vous avez la version américaine ici, vous avez la version française de base ici. C'est très bien comme ça. Et puis je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans ces différentes façons de parler. Alors, comme tu disais, on va commencer par un petit mot d'histoire, parce que vraiment la 50 Fathom, je l'ai dit en anglais, incroyable. La 50 Fathom, pardon. Avec les mains à l'italienne, en plus. Toujours. Italie, Angleterre, France. Cette pièce, elle fait partie véritablement des premières montres de plongée professionnelles, professionnalisantes, en tout cas qui s'adressent à un public de militaires, de professionnels, de la plongée profonde. Pour revenir au début de l'histoire de la 50 Fathom, il faut se replonger, sans mauvais jeu de mots, au début. Je n'y peux rien. Tu le fais avec ton petit accent, j'adore. Je suis à la pointe de la prononciation. Au début des années 50, vous avez deux personnages qui sont très importants, et même trois après avec Jean-Jacques Fichter qui était CEO de Blancpain à l'époque. Vous avez le capitaine Robert Maloubier, ou Bob Maloubier, qui a quand même été parachuté 2 fois en France, qui était un agent secret en partie. Il a eu beaucoup d'autres casquettes qui étaient positionnées en Angleterre à ce moment-là. Et vous avez le lieutenant Claude Riffaut, qui est aussi un militaire très important, qui a joué un rôle fondamental dans la création aussi des nageurs de combat. C'est un premier nageur de combat en 1951. Il était dans le commando Hubert notamment. En tout cas, lui et Bob Maloubier ont eu un rôle très important dans la création de cette montre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait déjà, on parlait beaucoup de montres étanches. C'est le début de la montre de plongée. La plongée se professionnalisait, que ce soit à la fois pour les privés, plateformes pétrolières, mais également pour les professionnels, j'entends par là les militaires. Et donc, ils vont tous les deux songer à créer un outil pour les militaires, une montre de plongée avec un peu leur cahier des charges. Et c'est au moment, en fait, où ils vont se dire, mais comment on va commercialiser cette montre? Comment on va produire cette montre? Parce que eux, ils ont juste eu les idées, les premiers coups de crayon, on va dire, mais même si c'était pas des dessinateurs hors pair, hein. Et c'est là qu'ils vont chercher, finalement, une entreprise d'horlogerie pour fabriquer cette montre. Alors, l'histoire, c'est que ils vont d'abord se diriger vers une entreprise française, LIP, pour ne pas cacher le nom, qui deviendra ensuite distributeur de la 50 Fathom et de Blancpain en France. Mais en fait, c'est Blancpain qui est une jolie déjà entreprise d'horlogerie qui va accepter de produire cette montre. Et l'histoire de cette 50 Fathom, elle est indissociable d'un troisième personnage, comme je disais en introduction, qui est Jean-Jacques Fichter, qui était aussi un plongeur très important, un plongeur presque professionnel, qui adorait ça. D'ailleurs, on a des photos de lui avec des personnages de la plongée un peu exceptionnels au début des années 50, à la fin des années 40. Et en fait, sa tante, c'était Betty Fichter, qui reprend Blancpain, la direction de Blancpain, dans les années 30 déjà. Alors, moi j'ai une question, toi qui sais tout. Quand je ne sais pas. Justement, tu parles à plusieurs reprises de ce fameux cahier des charges pour créer en fait cette pièce, et ils ont fini par aller chez Blancpain parce que vraisemblablement, c'était les seuls à être capables de finalement cocher toutes les cases. Et de ce que j'ai compris, mais tu me contrediras si c'est vrai ou faux, le premier paramètre, c'était vraiment une ultra lisibilité. Il fallait que ce soit extrêmement clair, extrêmement lisible. Et on va le voir d'ailleurs dans les différents détails, dans l'exécution de ce brief, où vraiment rien n'a été laissé au hasard. Et c'est ce qui a fait finalement que cette pièce est devenue si iconique dans les montres de plongée. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est un peu comme les chronographes de pilotes ou les montres de pilotes. Il faut que ce soit lisible rapidement. Donc déjà, en fait, les premières 50 Fathom, elles avaient un diamètre proche de 42 mm. J'ai jamais vraiment, en tout cas, c'est plus que 41, c'est sûr. 41,5 a priori millimètres. Donc des montres de bonne taille, en plus avec ces cornes assez élancées qui fait vraiment la signature de la 50 Fathom. 50 Fathom, pardon.
Donc cette Prends montre, ton propre jeu, c'est ça qui est elle est fantastique. lisible. Et il y a deux choses qui vont être importantes. Donc en termes de brevet Blancpain, juste avant le milieu des années 50, ça va être tout d'abord cette lunette qui n'est pas tournante unidirectionnelle comme les montres de plongée traditionnelles, mais en fait qui par un système où on va appuyer avec un peu de pression sur la lunette, on va pouvoir la tourner à gauche ou à droite. Ça permet comme ça qu'on ne peut pas la changer tout simplement. Donc en cas de choc, a priori, ça ne changera pas le temps de plongée. Ça, c'est le premier dépôt de brevet. Et après, il va y avoir aussi la couronne avec le double joint d'étanchéité, là où Jean-Jacques Fichter voyait cette idée de si on oublie par exemple de refermer sa couronne, au moins la montre n'est pas foutue, on peut faire une plongée en sécurité. Donc on peut plonger profond avec la couronne ouverte. Essayez quand même de la garder fermée, c'est quand même mieux. C'est mieux, puis on la visse, et puis c'est bien. En tout cas, la couronne de la 50 Fathom, quand elle est sortie, n'était pas vissée. Ça, c'est important à dire, et la lunette n'était pas unidirectionnelle. Donc on avait vraiment une vision particulière de la montre de plongée Blancpain, et au-delà de ça, évidemment, comme tu le disais, grande lisibilité, donc évidemment de la matière luminescente. On verra qu'il y aura un passage évidemment du radium au tritium avec ces cadrans, les fameux NORAD, pour assurer les gens à 6 heures avec une pastille qui barrait le signe radioactif. Donc on va avoir différentes versions et toujours cette idée de lisibilité, cette lunette que j'adore dans les montres de plongée parce que, contrairement à la majorité des autres icônes de plongée de l'horlogerie, tous les repères sont luminescents. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est mon point favori sur la 50 Fathom. Donc ça, c'était pour le petit encart historique. On reviendra plus tard sur l'histoire complète de la 50 Fathom parce qu'elle mérite qu'on s'y penche. Notamment aussi le fait qu'elle s'est implantée aux États-Unis avec les commandos de marine américains dans les années 60, notamment avec l'intervention d'un marchand de diamants. Donc ça te regarde plutôt toi, qui s'appelait Tornek et qui a été celui qui a fait un laboratoire de test pour les montres de plongée aux États-Unis. Donc comme ça, les Blancpain 50 étaient distribués aussi aux États-Unis et vendus à des corps de l'armée. En France, c'est la Spirotechnique qui s'occupait de distribuer ces montres-là, donc Aqualung, que vous voyez parfois sur les cadrans. C'est tout pour le père Castor, qui était un castor. Tu vois, le castor plonge. Le castor est étanche. Le castor est étanche. Et donc, le castor vient de plonger. Donc ça, c'était pour la partie vraiment historique. Et comme tu le sais, il y a eu différentes tailles de 50 Fathom. Pour rappel, en 2001, Marc Hayek devient président de Blancpain. Puis en 2003, il relance 50 Fathoms avec une édition limitée de 150 pièces de 40,5 mm de diamètre, équipée d'une lunette saphir caractéristique de la 50 Fathoms que l'on connaît aujourd'hui. Et en 2007, il lance la version 45 mm dans la collection courante. Cette montre est équipée du calibre 1315 de 5 jours de réserve de marche et de ses 3 barillets. Et en 2023, une série limitée 42 mm et 2024, 2 séries 42 mm pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc on se rapproche petit à petit de la 38. Exactement. Et évidemment, quand on voit, surtout depuis 1 ou 2 ans, qu'on a vraiment un retour au diamètre plus petit, parce que finalement aujourd'hui tout le monde peut porter absolument ce qu'on veut. On verra bien une femme porter une Panerai ou une Daytona, ou même de la même manière que on peut voir un garçon porter une pièce en 36 ou 38. Et donc c'est vrai que l'arrivée d'une 50 Fathoms en 38, ça vient pas nécessairement féminiser la pièce, mais ça vient en fait l'équilibrer sur des poignets qui vont être plus fins, sur des pièces qui vont être plus affinées, plus faciles à porter, tout en gardant évidemment tous les codes de cette montre de plongée, de cette diver finalement qui, encore une fois, je le répète, a fait de cette pièce une pièce si iconique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui ai toujours aimé cette pièce, mais toujours avec ce côté finalement très diver, très masculin, quelle que soit la taille, puisque ça n'a jamais été, le diamètre n'a jamais été vraiment un problème au niveau du poignet. Comme tu sais, tu as un poignet de poulet, j'ai le même que le tien. Je sais, mais tu vois, ça passe pour... Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les dimensions et quand on voit finalement la finesse du boîtier, de l'épaisseur et de l'ergonomie totale de la pièce, qu'elle soit finalement en acier, en titane, bleu, noir, et on a évidemment d'autres versions en or rose, on a des cadrans en nacre avec cette nacre un peu fumée qui fait donc la particularité de certains de ces cadrans. Tout d'un coup, on a finalement une gamme qui s'ouvre à une nouvelle possibilité de clients ou de clientes qui, comme moi, aiment les pièces hommes, n'a toujours porté des pièces hommes comme femmes, mais avec cette petite touche qui fait, ok, cette fois-ci, elle est plus pour moi, elle est plus adaptée pour moi et je pourrais la garder sans la piquer à mon mec. Tu dis, même si je t'aurais bien piqué la bleue, parce que comme tu sais, je me porte plus de couleurs que toi. Oh, mais en fait, le bleu c'est pas un bleu pop, c'est un bleu qui est un bleu qui est très doux, c'est même pas forcément un bleu marine. Presque un bleu pétrole. Exactement. Et du coup, il a une élégance
on n'a pas forcément envie de s'en lasser. C'est sûr que les codes de l'horlogerie traditionnelle de la montre de plongée font que normalement c'est noir. D'ailleurs, c'est la lisibilité meilleure, on va dire. Pour pouvoir faire ressortir le luminescent. Exactement. Pour le contraste et même en pleine journée. Et comme tu disais à juste titre, ce qui fait aussi la qualité de cette nouvelle 50 Fathom en 38 mm de diamètre, c'est le fait d'avoir le meilleur des mondes qui s'assemblent, les meilleurs mondes qui s'assemblent, si je puis dire, les meilleurs univers, puisque d'un côté, on a donc 12 mm d'épaisseur, vers compris 38 mm de diamètre, et de l'autre côté, on a tous les codes de la 50 Fathom, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de changement par ce réduction de boîtier. On a toujours, moi, la signature pour moi de cette montre, c'est vraiment l'insert de lunettes bombé en saphir. Et c'est ça la qualité de la montre, c'est que ça joue avec la lumière. À la fois, on dirait encore de la bakélite comme à l'origine, mais ce n'est pas de la bakélite. On a toujours cette idée que j'aime profondément avec la 50, c'est d'avoir tous les repères luminescents, à la fois les chiffres, mais également le losange qui va apparaître un peu plus tard. Au début, dans les années 50, c'était pas tout à fait les premiers modèles qui avaient le losange. Ils avaient d'abord un triangle. Et ensuite, tous les premiers repères de minuterie. On a ces aiguilles, alors à la fois proche du glaive, à la fois proche de la plume, d'un stylo plume, qui sont, à mon sens, ravissantes. Une autre signature de la 50 Fathom. La date. La date, évidemment, entre 4 et 5 heures. Exactement. Mais la date n'est pas présente sur la nacre. Je tiens à dire, c'est des no date. À la fois parce que l'ouverture est si fine, peut-être que ça pourrait fragiliser la nacre quand on la travaille. Et en même temps, j'ai envie de dire, une plongeuse sans date, c'est aussi sympathique pour l'équilibre général du cadran. Ici, ça me choque pas du tout. Au début, j'avais pas vu la date. Elle est tellement fine. Si on veut l'information de date, on la prend. Mais sinon, on peut passer la journée sans voir la date. Tout à fait. À mon sens, c'est la qualité de cette montre. L'autre qualité de cette montre, et je vais pour ça enlever la mienne. Tu vas parler du calibre, définition de l'arrière du mouvement. Qu'est-ce que tu en penses de ce calibre? Alors, c'est le calibre 1150. Je tiens à dire, donc, parce que les calibres qu'on connaissait d'habitude sur les 50, seulement ne rentraient pas. On pouvait faire rentrer dans 42 mm au minimum du minimum. Et encore, il fallait bien rebosser le boîtier. Mais là, on est avec le calibre 1150 qui présente aussi, comme tu vas nous le dire, pas mal de jolis détails. On voit les deux barillet en oreille de Mickey. Exactement. Si je ne me méprends pas. Qui fait donc la signale si on monte la pièce. T'as grandi avec Mickey, toi, ou pas du tout? Alors, on a quasiment le même âge. Je sais que je suis un petit peu plus âgée que toi, mais quand même, oui, Mickey a fait partie de mon enfance. J'allais pas du tout sur ce territoire, tu sais très bien, Ouais. ma très chère Éléonore. Ouais. Oui, Mickey, Minnie, Donald, tout ça, je les connais bien. Très sympa. Ok, Ouais. on va continuer. Pour mes 35 ans, j'ai quand même été à Disney. Petite parenthèse. Première fois? Non, pas première fois, mais j'avais envie d'y retourner. Magnifique. On devrait faire ça un jour. Grosse sortie, les rhabilleurs Disney. C'est une autre question. Très bonne idée. Quelle montre prendrons-nous pour les attractions? Qu'est-ce qui survivra à Space Mountain? Donc tu disais les deux oreilles de Mickey. Les deux oreilles de Mickey, qui est donc une signature quand on regarde vraiment l'arrière de la montre. Si on vous montre pas et qu'on fait juste le dos, la plupart d'entre vous, j'en suis sûre, make us proud, seront capables de reconnaître en un quart de seconde que c'est une 50 Fathoms. Donc deux barillet, 100 heures de réserve de marche. C'est ça aussi qui est très important. On reste sur un mouvement qui est fin. Le fait de mettre deux barillets, non pas monter l'un sur l'autre, mais plutôt côte à côte, fait qu'on a on reste sur une épaisseur de calibre fine. Le 1150, c'est un calibre qui est assez fin, mais comme on a 100 heures de réserve de marche, comme tu sais, les finitions sont soignées. C'est un peu ça, en fait, la montre là, on est 38, on a vraiment d'avoir un petit bijou, parce que tout ce qu'on connaît de la 50 qui est plus gros de manière générale, là, est tout petit, c'est tout mignon. On s'attend toujours à ce que les bonbon, montres plus grosses tiennent plus longtemps, et les montres plus petites tiennent moins longtemps, mais finalement, bon, là, on est complètement dans le cas opposé, et toujours les jolies finitions, donc les jolies gravures très fines sur les ponts, l'anglage, important à dire, parce qu'en fait, si les arêtes sont polies. J'adore les anglages. J'adore l'anglage. C'est une de mes passions dans la vie, c'est vraiment tout ce qui est anglais, et même les parties qui sont cachées, c'est-à-dire en dessous le cadran, sont anglais. Chez Blancpain, le perlage en dessous du pont de balancier, en dessous du balancier, et j'avoue cette masse oscillante qui, moi, je préfère cette masse gris un peu anthracite qui vient contraster un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de ce boîtier. Masse oscillante en or, ajourée, plus jolie à mon sens sur la 50 que sur la Bathyscape où elle est pleine. Ici, le fait d'être ajouré, on a toujours une petite vue sur le mouvement et sur ces jolies finitions. Bref, il y a beaucoup de raffinement en fait dans cette pièce de plongée, et c'est aussi ce qui fait la signature à mon sens de la 50 Fathom, c'est qu'on a une montre de plongée, donc vraiment pour aller sous l'eau, sur la combi, avec les bouteilles et même taper un peu sur la rocaille, mais en même temps, quand on regarde l'intérieur, quand on regarde les finitions, on a quelque chose de très raffiné, de très travaillé. Donc on n'est pas sur une simple montre de plongée, on va dire. Ce serait intéressant sous l'eau, comme on sait que ça fait un peu zoom et fisheye, de retourner la montre et de regarder justement toutes les finitions du mouvement sous l'eau. Bon, on va demander à Valentin. Je crois que la scène, ils ont dégagé des couloirs de nage là. Il va aller nous faire des plans sous l'eau avec Valentin. Avec le mouvement. Ou alors on part en Polynésie, puisque la dernière fois que j'y étais, j'ai vu qu'il y avait une école de plongée Blancpain, et là on pourra nager avec les petits poissons. Ah ouais, d'ailleurs, incroyable, je sais pas si tu as vu sur Arte le nouveau reportage
avec... Sur les requins? Et pourquoi sur les requins tout de suite? Non, un reportage donc entre Arte, évidemment la participation de Blancpain. Ça s'appelle Le Mystère des Anneaux. C'est sur en fait au large du Cap Corse. Tu vas en fait en plongée assez profond quand même. On est proche des 100 mètres. C'est pour ça que les plongées étaient assez compliquées au niveau de la saturation, comme tu sais très bien. Avec un palier de décompression, ce que tu n'as pas quand tu plonges à moins de 30 mètres. Moult paliers de décompression. Et en fait, quand tu arrives sur ce sol de sable, tu as en fait plein de figures géométriques rondes assez incroyable. Et tout le reportage, on va vous laisser du suspense évidemment, tend à comprendre pourquoi et comment ça s'est formé au fil du temps. Qu'est-ce que c'était le Cap Corse il y a quelques dizaines de milliers d'années, millions d'années même. Et donc Laurent Balesta, qui est une figure importante depuis plusieurs années de Blancpain, avec notamment tout le projet Gambessa, etc., a fait de ce reportage, en tout cas un moment magnifique. Et bref, tout ça pour vous dire que... Donc après cette vidéo, direction Arte. Laurent Balesta, et toi aussi tu iras voir pour tes cultures personnelles, ça fera pas de mal. J'ai besoin de me culturer un peu, je sais. Voilà, je sais. Donc, revenons à nos moutons océaniques. Donc cette pièce qui sort en 38 mm, elle existe en combien de références? Donc, combien de modèles? Cadran noir, lunettes noires, enfin insert noir, boîtier en acier, toujours 38 mm. Ma version favorite, titane, grade 23, lunettes titane, fond titane et couronne titane. Donc insert bleu, cadran bleu, soleillé, bracelet bleu en caoutchouc. J'adore ces bracelets caoutchouc. Ils sont tellement souples, ils sont alvéolés, ils sont fantastiques. Puis en fait, ce modèle de tropique avec ses ouvertures où vient se passer l'ardillon un peu rectangulaire, c'est pas commun. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ces bracelets 50. Et on a aussi deux versions. Une en or rouge, cadran nacre, comme tu disais, un peu fumé, noir. Et une version un peu plus... sur le cadran. J'allais dire féminine, mais pour le coup, j'aimerais beaucoup la porter aussi avec une nacre un peu plus rosée, plus naturelle. La part de femme qui est en toi. Ne la renie pas. Alors, on va couper ça au montage, s'il te plaît, merci beaucoup. Et la lunette rose, surtout, un peu avec des accents rosés sur les repères, qui est très jolie et que vous voyez si bien sur les images de Valentin. Mais alors, chère Éléonore, toi, c'est quoi ta version favorite parmi toutes ces petits bonbons, là, ces petites nouveautés? J'aime bien évidemment la bleue, on est d'accord. Mais je tenterai une petite approche pour la version en or rouge avec l'insert noir, le cadran fumé évidemment. Ça amène une légère subtilité qui en fait sur un cadran fumé noir finalement se rapproche un petit peu du chocolat. Et comme tu sais, je fais tout dans la subtilité, donc c'est évidemment ce que j'aime. Maintenant que vous avez entendu, écouté toutes ces références, on va évidemment parler de prix, puisqu'il le faut quand même un petit peu. Sure. On a donc la version en titane grade 23, donc avec une pureté finalement, est-ce qu'on peut parler d'alliage? Mais c'est une pureté plus importante que le titane grade 5. Exactement. On parle donc de la version bleue qui est à 17 650. La version en acier avec l'insert noir, cadran noir, bracelet noir, nous sommes à 16 500. Exactement. Et pour les versions en or rouge, on va être à un peu plus de 30 000 euros. J'ai plus exactement les prix en tête, mais en tout cas, évidemment, vous voyez toujours la différence entre le métal, acier, titane et les versions en or rouge. Exactement. Tout particulièrement en ce moment avec le cours de l'or qui est devenu un peu débile. Stratosphérique. Voilà, complètement. Quelle est ta version d'ailleurs? C'est bien de me poser la question, mais toi? Tout simplement titane, grade 23 et l'association du bleu. J'aime la version noire. Aucune personnalité, tu fais exactement ce que je viens de dire. Oui, si on l'a fait dans l'autre sens, je t'aurais dit t'as aucune personnalité. Donc on va se calmer tout de suite. Mais tu n'aurais pas le droit de le dire. On va se calmer tout de suite. Non, je suis comme toi sur ce coup-là. J'aime vraiment le titane parce que c'est au-delà de la légèreté de la montre, l'aspect du titane et le fait qu'il soit pas forcément poli et qu'il ait plus un aspect brossé me plaît davantage que l'acier poli de la version noire classique, vraiment code de plongée classique, que j'aime aussi beaucoup. En tout cas, ce que je trouve, c'est que pour une des plus grandes montres de plongée que l'univers horloger ait connu, et une montre qui a imposé un style, qui a imposé des codes, une montre qui a été portée par des professionnels, des grands noms militaires, des grands noms de la plongée, on arrive aujourd'hui en 2025 à une taille qui est, je vais dire, idéale pour moi, alors qu'à l'origine, on était quand même à plus de 41 mm de diamètre. Mais en tout cas, le 38 ne vient pas dénaturer la pièce et on a du coup envie de la porter tout le temps et pas que pour la plongée. On a une pièce qui est très élégante par son mouvement aussi, notamment par les finitions de son mouvement. Ça vient apporter encore plus de raffinement, le fait d'avoir quelque chose de plus petit. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais... Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Tu n'as aucune personnalité. Non, je n'ai pas dit ça. En tout cas, j'étais ravie de me retrouver devant l'écran de nouveau, avec Valentin aux commandes, comme d'habitude. Toujours un plaisir. Sans lui, rien ne pourrait arriver, finalement. Sans toi non plus, Éléonore. Chers amis, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Pourquoi pas avec toi si tu es disponible, évidemment.
Même si tu es toujours à Genève et que tu nous snobs loin. Là. Tu peux aussi venir à Genève. Tu sais très bien que dans quelques mois, je ne pourrai donc plus me déplacer. Je sais, on viendra avec plaisir, Eleonore. Moi, ça sera un plaisir. Très bien. Et on vous dit à très bientôt, on vous aime. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle version en 38 mm de diamètre. Comme d'habitude, vous posez toutes vos questions en commentaire. Vous arrêtez de parler de ma coupe de cheveux, parce que je sais que ça vous obnubile. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci. Et très bel été.